Bienvenue dans Mon quartier la France, la première émission produite et animée par le collectif Banlieue Patriote. On va parler banlieue, on va parler parfois de sujets qui fâchent, mais on va aussi et surtout parler de France et de patriotisme. À mes côtés pour co-animer cette émission, Guy Debal, avec qui nous avons mis en place ce projet. Vous pouvez réagir avec le hashtag MQLF qui s'affiche juste en dessous, nous suivre sur Twitter, Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube. Ce mois-ci, notre premier invité, c'est Kamel Béchik, président de l'association Fils de France et porte-parole de la Manif pour tous. On est parti. Bonjour Kamel Béchik. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de venir ici sur cette première émission de Mon quartier la France pour nous faire part de votre expérience de terrain. On va commencer peut-être par parler de vous. Qui êtes-vous, Kamel Béchik? Pourquoi avoir fondé l'association Fils de France? Bon, en deux mots, fils de l'immigration algérienne, né dans le Berry, à Bourges exactement, avec une socialisation très positive dans le sens où nos parents ne nous ont pas fait connaître les quartiers ou les banlieues ou les cités et de ce fait une prégnance avec le terroir naturel depuis la plus tendre enfance dans le milieu familial. Donc il y a eu un rapport vertueux, je dirais, entre nos origines algériennes dont nous sommes très fiers, notre religiosité musulmane que nous pratiquons joyeusement, mais en même temps avec une véritable prégnance, un attachement et pour le coup un réenracinement réel dans le Berry. Plus ensuite, je dirais une trajectoire de socialisation peut-être un peu particulière dans le sens où j'ai vite été pensionnaire en pensionnat catholique chez les missionnaires du Sacré-Cœur. Donc ce qui m'a, durant mon adolescence, familiarisé avec ce qu'on appelle le pays réel, je crois, et qui m'a rendu surtout très hermétique au discours victimisant, notamment des SOS racisme. Voilà. Donc moi j'avais une vue de ce qu'on appelait le méchant, c'est-à-dire le méchant c'est le blanc catholique hétérosexuel, mais ça a produit mon cadre de socialisation, des militaires, des chasseurs, des gens qui aussi ont connu plus tard la vocation pour rentrer dans les ordres, etc. Et j'aime à dire que je suis de confession musulmane, mais que j'ai une culture catholique, si vous voulez. Comme certains Arabes chrétiens ont une confession, sont de confession chrétienne, mais ont une culture musulmane quelque part. Vous avez fondé en 2012 une association qui s'appelle Fils de France. Pourquoi? Pourquoi cette démarche? Pourquoi avoir choisi de vous engager sur le plan associatif? Et pourquoi avoir choisi de sillonner la France avec cette ligne de conduite qui est Fils de France? Les questions identitaires sont au centre des préoccupations de manière consciente ou inconsciente. Pour ma part, je les ai conscientisées dès l'adolescence, où il fallait articuler de manière vertueuse l'identité nationale, l'identité ethnique, ou d'origine en tout cas, et l'identité spirituelle. Et j'ai vécu tout ça sans aucune antinomie, et j'ai pu prendre un petit peu de recul par une analyse pour me questionner, savoir pourquoi tout ça fonctionnait si bien en moi. Pourquoi des éléments qui étaient au journal de 20 heures présentés comme des situations impossibles, donc patriotes et de confession musulmane, moi je les vivais de manière naturelle, apaisée et épanouissante. Et donc j'ai peut-être produit une auto-analyse qui me permettait de mettre en exergue les articulations entre ces différentes parties de l'identité. Ce que j'ai ensuite théorisé avec un certain nombre d'amis, et nous avons créé Fils de France en 2012. Donc très simplement, c'est la cohérence entre une pratique musulmane adaptée à une situation d'un État laïque, mais dont l'essence est catholique. Donc une pratique adaptée à cet environnement-là et un engagement naturel pour les questions de souverainisme. Je crois fondamentalement que le Mali est beau lorsqu'il est le Mali. Je crois que l'Algérie est belle lorsqu'elle est l'Algérie. Je crois que la France est belle lorsqu'elle est la France. Et ça inclut de fait la notion d'identité dont je parlais tout à l'heure, et donc la notion d'historicité, la notion de religiosité, la notion d'ethnicité, et que si je peux affirmer haut et fort
que l'identité algérienne est ethniquement arabo-berbère et musulmane, je peux dire sans complexe que la France est un pays blanc européen et d'essence catholique. Alors justement, Kamel, ce qui frappe, en fait, c'est la lucidité, la sérénité avec laquelle vous vivez votre différence, et si on peut dire les choses comme ça, et la capacité que vous avez eue à vous approprier d'une certaine façon l'identité française. Quel regard portez-vous sur les problèmes, puisque cette émission c'est Mon quartier la France, sur les problèmes rencontrés par les descendants d'immigration, notamment dans les quartiers, et quelle analyse politique faites-vous? On parlera peut-être tout à l'heure d'instrumentalisation du communautarisme, de clientélisme, notamment de la part de visant certaines populations qui peut-être ont eu moins de chance que vous. Vous avez rappelé votre parcours, mais comme vous voyagez beaucoup et que vous traversez la France et que vous êtes confronté à ces problèmes avec une hauteur de vue suffisante et que vous avez les capacités d'analyse assez pertinentes, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Quel regard portez-vous et quelles propositions pouvez-vous faire à ceux qui nous écoutent? Alors, moi je ne suis pas du tout partisan de la victimisation et j'ai regardé avec beaucoup de critiques je vous disais, le discours victimisant des SOS Racisme, etc. Et en même temps, il faut être lucide, dans le sens où, lorsque les vagues migratoires ont commencé à être présentes, à arriver sur le sol français, c'est-à-dire après les indépendances, grosso modo, dans les années 60, la politique du logement voulue a été de regrouper ces migrants dans des zones à part des populations, je dirais, endogènes. Et donc le fait de maintenir géographiquement des gens différents entre eux n'a pas permis ce qu'on appelle le processus d'acculturation. C'est-à-dire que l'acculturation, c'est ce qui suit un phénomène migratoire, c'est-à-dire que la minorité qui a immigré chez la majorité, par le temps, par l'interaction, par la communication, adopte les codes de la majorité. Lorsque l'on met ensemble des gens qui sont des étrangers, eh bien, ils n'ont pas l'interaction suffisante pour pouvoir adopter les us et coutumes de la majorité. Puisque à l'école du quartier, ce sera les enfants du quartier, les logements, c'est les gens du 1, le centre social, et en fait on obtient un ensemble donc multiculturel, multi-ethnique, qui aboutit finalement à du multiracisme. Pourquoi? Parce que n'étant pas fondus dans la majorité, les immigrés de différentes origines se retrouvent dans les quartiers. Et finalement, quand on voudrait nous faire croire à un multiculturalisme heureux, je connais, parce que je les entends, les propos des Maghrébins sur les Noirs, des Noirs sur les Maghrébins, des Chinois sur les Maghrébins et des Maghrébins sur les Chinois, des Berbères sur les Arabes, des origines algériennes sur les origines marocaines, etc. Et tout ça ne crée pas un ensemble vertueux. L'ensemble aurait pu fonctionner s'il y avait eu une mixité sociale à la base par rapport au logement et si on avait pu faire fonctionner cette interaction des minorités avec la majorité de telle manière à ce que finalement les Français, au bout de quelques années d'origine étrangère, soient des Français à part entière et sans aucun questionnement. Et si vous ajoutez à cela la misère sociale qui produit de la délinquance et une petite délinquance qui va produire une criminalité, etc., vous avez une situation explosive parce que vous avez des gens qui ne se sentent pas français parce que n'étant pas intégrés, je dirais, géographiquement déjà à l'ensemble français et qui ne sont pas intégrés socialement à l'ensemble français du fait de la paupérisation des quartiers. Et lorsque je vais juste terminer là-dessus, mais lorsque Baden-Powell, par exemple, crée le scoutisme en 1907, il le crée parce qu'il voit que dans les quartiers populaires anglais, et là on ne parle pas d'immigration, ce sont des Anglais entre eux, dans les quartiers pauvres, dans les quartiers à forte paupérisation, se développe une petite criminalité, se développe de la délinquance, et pour lutter contre cette délinquance et cette petite criminalité, il emmène
quelques jeunes faire du scoutisme à la campagne pour essayer de les désenclaver de ce regroupement géographique dans les quartiers pauvres. Et donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez des situations. Alors, quand c'était le plein emploi, ça ne posait pas trop de problèmes. Mais une fois qu'on arrive dans une crise économique majeure et que l'on continue à entasser des immigrés entre eux, eh bien, vous avez un étouffement, une asphyxie culturelle qui fait qu'on ne peut pas prétendre à la francité lorsqu'on ne l'a pas fréquenté. On vous entend souvent parler du concept d'islam franchouille. Français, oui. D'islam français. C'est la blague. Mais c'est la blague qui a été détournée. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pensez que, parce que la question est souvent posée aux responsables politiques, notamment en ces temps, sur une compatibilité entre l'islam en tant que religion et la République en tant que système politique français. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comme postulat, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, du point de vue du marketing politique, islam et musulmans fonctionnent très très bien. À tel point que quand on n'a rien à dire, eh bien, il restera toujours l'idée de la laïcité, des méchants musulmans, des voiles dans la rue, des cantines halal, etc. Ce qui représente rationnellement des épiphénomènes deviennent des mastodontes médiatiques. Donc c'est vendeur du point de vue politique et c'est vendeur du point de vue médiatique. Ça, il faut le poser comme postulat. Ensuite, concernant cet islam français, oui, il y a dans cette spiritualité un ensemble, un arsenal de dispositifs théologiques qui permettent l'adaptation de cette spiritualité à quelque endroit que ce soit. Si je mets un Indonésien et un Malien pour prier ensemble 5 fois par jour, ils sauront faire. Mais si je les mets mais leurs habits, leur manière de penser, leur nourriture seront totalement différentes. C'est-à-dire qu'il y a un socle commun qui s'appelle la spiritualité et il y a ensuite une déclinaison déclinable à l'infini selon les contextes culturels. Je peux prendre un exemple très simple. Le mariage, par exemple, en islam, ce n'est pas, contrairement au catholicisme, un sacrement. C'est un contrat entre un homme et une femme, avec pour première condition l'acceptation mutuelle. Donc voilà, quand on va dire l'islam égale mariage forcé, il y a déjà une confusion entre ce qu'est la religion et ce que sont les traditions qui se sont greffées sur la religion. C'est-à-dire des traditions rétrogrades, obscurantistes, qui véritablement posent problème dans le cadre du mariage, du fait que souvent, jadis et encore maintenant, les femmes peuvent être contraintes au mariage. Mais ce n'est pas du ressort de la religion, c'est du ressort de la tradition. Bien, comme c'était le cas d'ailleurs il y a encore un siècle en France. Les mariages forcés, il n'y avait pas de mariage d'amour, ça date il y a d'un siècle. L'amour comme premier pas dans le mariage, c'est quelque chose de très récent. Bref, donc je reprends l'histoire du mariage. Le mariage en islam n'est pas un sacrement contrairement au catholicisme, mais c'est un contrat entre un homme et une femme qui d'abord acceptent le fait de s'épouser. Pour que ce contrat de mariage soit valable, il faut un cadre légal pour pouvoir défendre les droits et devoirs de l'époux et de l'épouse. Ce que disent les théologiens depuis le début des années 90, c'est qu'il n'y a pas de mariage religieux, il n'y a que des mariages civils, car il n'y a que le mariage civil dans le cadre juridique du mariage que les droits et devoirs de l'époux peuvent être défendus. Donc le mariage religieux n'a pas d'autre issue que le mariage civil. Et en fait, c'est le mariage civil qui devient le mariage religieux. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Donc, juridiquement parlant, religieusement parlant, il n'y a qu'un lieu où on se marie, c'est la mairie. Et donc, on va prendre d'autres exemples. Je ne sais pas, peut-être le voile, par exemple. Le voile, aujourd'hui, grand nombre de théologiens vous disent « Écoutez, jeune fille, vous êtes bien gentille, mais votre voile, il pose beaucoup plus de problèmes dans l'espace public que de solutions. » Donc, la religiosité ne doit jamais être un problème en termes de vie sociale, si vous voulez. Ce qui sous-entend éventuellement que pour vous, la laïcité peut aller jusqu'à interdire le port du voile dans l'espace public? Moi, je parle du point de vue religieux. Je ne parle pas du point de vue de la laïcité. Du point de vue religieux, il est préférable que les musulmans puissent choisir les options religieuses leur permettant de devenir
invisibles du point de vue de leur pratique exotérique, pratique extérieure. Ensuite, le fait qu'il y ait des dispositions laïques dans le pays, c'était à l'époque pour séparer l'Église et l'État, mais il n'y a pas eu de disposition concernant les vêtements des prêtres, par exemple. Donc, il ne faut pas... Et en plus, les systèmes coercitifs, généralement, dans ce genre de domaine, font qu'ils se démultiplient. Parce que par opposition, par défiance, etc., on va, par subversion, démultiplier les occasions de provoquer, si vous voulez. Donc ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que du point de vue religieux, et vous me posiez la question sur l'adaptation possible d'un islam français, je dis qu'il y a un ensemble de dispositifs dans la spiritualité musulmane qui permettent d'adapter la religiosité à un espace de cette catho-laïcité qu'est la France. Kamel Beşki, je pense pouvoir dire sans me tromper que vous êtes une voix qui porte, et qui porte parce que vous avez une véritable expertise de ces sujets-là, notamment qui tourne autour de l'islam. Comment expliquez-vous finalement que l'islam soit à ce point instrumentalisé que ça, finalement dans l'imaginaire collectif, il puisse apparaître comme un problème, alors que quand on vous écoute, on se dit que finalement il n'y a pas de problème. Ces problèmes sont artificiels. Il y a un problème d'immigration. C'est différent. C'est-à-dire que le vocable aujourd'hui islam, dans l'imaginaire collectif, regroupe la racaille, le salafiste, le détenu, la fille voilée, et il n'y a pas de distinction, il n'y a plus de discernement. C'est-à-dire que la rationalité est totalement absente, on convoque les tripes pour envisager un phénomène complexe. Donc ça donne lieu évidemment à des aberrations. Je veux dire par là que si l'on approchait le phénomène de manière rationnelle, il y aurait un seul ennemi, c'est l'immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que les vagues migratoires continuent à arriver sur le pays produisent une transformation dans certains espaces publics qui deviennent intolérables pour les gens qui ont connu la France d'il y a 30 ans. Donc ça fait une réaction, si vous voulez, une surréaction. Il y a autre chose, c'est que je crois que depuis... moi je crois profondément que la République est laïque, mais que la France est catholique. Je crois que l'essence, l'habitus central de la France reste le catholicisme. La France naît symboliquement du baptême de son premier roi. La France est fille aînée de l'Église, la France est le pays qui a donné son plus grand nombre de saints à l'Église catholique, donc la France est pétrie de catholicisme. Je crois qu'à partir du moment où, je vais remonter un peu loin, mais au XVe siècle, quand on passe à l'humanisme pour enlever Dieu du centre et y mettre l'homme, et que les Lumières produisent une critique virulente et souvent excessive de la religion. Je crois que quand on en arrive à une révolution, on guillotine un roi qui était aussi garant d'une certaine tenue religieuse dans le pays. Je crois que quand on sépare l'Église en 1905 de l'État, je crois que quand on vote une loi sur l'avortement et dernièrement une loi sur le mariage pour tous, eh bien tout ça rentre en contradiction avec l'habitus profond. Et je crois que l'islam devient le seul lieu où l'on peut défouler cette perte identitaire sur 5 siècles quasiment. C'est-à-dire qu'il y a des frustrations immenses, je crois, imposées par la pensée unique, par le prêt-à-penser, qui frustrent véritablement l'identité française. Et je crois que les musulmans aujourd'hui, du fait de la situation internationale extrêmement problématique, notamment avec le cancer que vivent les musulmans qui s'appelle Daesh, ce métastase qui s'appelle Daesh, fait que, je vais faire simple et caricatural, le français de base, dans une frustration consciente ou inconsciente, voit comme punching ball, comme défouloir de toute cette destruction de son identité,
le musulman et l'islam. C'est bien qu'on arrive à des... Alors, tout le monde devient théologien, vous avez les journalistes deviennent théologiens, les politiques deviennent théologiens, tout le monde devient théologien pour dire finalement il y a une incompatibilité entre la France et l'islam. Leur expertise en niveau des connaissances religieuses est égale évidemment à 0, et surtout quand ils en parlent, ils ne parlent souvent pas de l'islam, mais ils parlent des réalités sociologiques que vivent les musulmans de France. Réalités sociologiques extrêmement diverses, mais que l'on limite au salafisme et à la racaille. Kamel Béchik, si vous deviez résumer en 1 minute, pour terminer, votre France idéale, à quoi ressemblerait-elle? Ma France idéale, c'est une France de frontières, pas des frontières qui excluent, pas des frontières qui séparent, mais des frontières qui préservent les identités de chacun pour pouvoir mieux s'entreconnaître. C'est-à-dire que la joie de pouvoir visiter un pays, c'est de pouvoir visiter son pays dans son originalité et ne pas retrouver le Coca, le McDo, le survêt de casquette et les Nike de Jakarta à Bamako en passant par Paris ou Mexico. Kamel Béchik, merci d'avoir été notre invité, notre premier invité. Je rappelle que vous êtes président de l'association Fils de France et que vous êtes porte-parole de la Manif pour tous. Cette émission est également un lieu de débat dans lequel nous pouvons donner libre expression à toutes les opinions. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que ce premier numéro de Mon Quartier la France vous a plu. Pour continuer, nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous soutenir et faire un don à l'adresse qui va s'afficher ci-dessous. À très vite.